Le cardiologue est le médecin qui s'occupe du cœur, le pneumologue des poumons et l'anesthésiste. Quel est leur rôle? Je suis le docteur Ngayam, anesthésiste et responsable du domaine médical à Barcelone. Nous avons reçu beaucoup de commentaires de patients sur ce sujet. Quel est le rôle de l'anesthésiste? Nous avons interviewé plusieurs anesthésistes dans cette chaîne. Le docteur Subirana, le docteur Mestres, le docteur Noguera, tous anesthésistes. Et beaucoup d'entre vous nous ont demandé quel était réellement le rôle de l'anesthésiste. Tout d'abord, je vous invite à regarder ces interviews, qui ont été très enrichissantes. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints par un anesthésiste qui va nous expliquer pas à pas comment un médecin devient anesthésiste et quel est son rôle. Bienvenue et merci, docteur. Et surtout, nous vous remercions pour l'effort que vous avez fait pour être parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Alba Benito, je suis anesthésiste et je travaille dans un hôpital public de la province de Barcelone. D'accord, très bien. Et quelle est la formation que vous devez suivre pour devenir anesthésiste? Eh bien, une fois que vous avez terminé le baccalauréat, vous passez un examen de sélection. Vous choisissez une carrière en médecine. Ensuite, ici en Espagne, le diplôme dure 6 ans. Et après ces 6 années, vous passez un examen appelé le MIR, qui est comme un concours au niveau de l'État, qui vous donnera un numéro. Et avec ce numéro, vous pourrez choisir l'hôpital dans lequel vous voulez aller et la spécialité dans laquelle vous voulez vous spécialiser. Ensuite, une fois que vous avez obtenu votre place, la formation dure 4 ans selon la spécialité. Vous passez 4 ans à vous former et une fois que vous avez terminé, vous obtenez votre titre de spécialiste. D'accord, c'est très important de le préciser. C'est très important de le préciser parce que beaucoup de gens pensent parfois que les anesthésistes ne sont pas des médecins. C'est-à-dire qu'avant de devenir anesthésiste, il faut avoir un diplôme de médecine. Alors, dans votre cas, pourquoi avez-vous décidé de choisir cette spécialité? Parce que bien sûr, comme je l'ai dit au début, il y a la pneumonologie, la cardiologie. Pourquoi avez-vous décidé de choisir celle-ci? En réalité, il s'agit d'une spécialité très peu connue. On la rencontre rarement à l'université. Beaucoup de gens, même dans le monde médical, ne la connaissaient pas. J'ai eu la chance, pendant mon stage d'étudiant en médecine, de connecter avec un résident en anesthésie qui faisait son stage en pneumologie et en cardiologie. Et j'ai commencé à échanger avec lui. Et il m'a parlé avec une telle passion de sa spécialité que je suis devenue curieuse. Et j'ai décidé de faire un stage. Une fois que j'ai suivi ce cours, et j'ai vu que c'était un cours facultatif. Qu'est-ce qu'un cours facultatif? Il y a des matières qui sont obligatoires et puis il y en a d'autres que l'on peut choisir en fonction de ses goûts, de ses préférences. Mais là, j'ai vu que c'était une spécialité très complète. On avait toujours le côté médical, mais aussi beaucoup de compétences et qu'on pouvait se développer en permanence. Et la vérité, c'est que je ne pouvais pas être plus heureuse. Et puis, quand on commence la spécialité, quand on devient interne, quel est le rôle de l'anesthésiste à proprement parler dans le domaine chirurgical? Eh bien, beaucoup de gens pensent que le patient s'endort et qu'on disparaît, et rien n'est plus faux. En gros, nous pourrions dire qu'il y a 4 aspects que l'anesthésie doit maîtriser dans la salle d'opération. Le premier consiste à assurer un bon niveau d'hypnose, à faire en sorte que le patient soit endormi et qu'il ne soit pas conscient de tout ce qu'on lui fait. Car il ne faut pas oublier que la chirurgie est une agression pour le corps, même si elle est nécessaire. Nous devons donc empêcher le patient de se souvenir de ce processus. Ensuite, l'autre pilier dont nous devons nous préoccuper est que, surtout dans le cas d'une anesthésie générale, le patient doit bénéficier d'une relaxation musculaire. Par exemple, dans le cas d'une intervention chirurgicale sur l'abdomen, le chirurgien aura besoin que le patient soit détendu pour ne pas gêner son travail. L'autre pilier est l'analgésie. Comme je l'ai dit, le patient est soumis à une agression et nous devons nous assurer qu'une fois l'opération terminée, le patient ne ressent pas de douleur. Enfin, et je pense que c'est le pilier le plus complet, c'est nous qui veillons à ce que l'hémodynamique du patient, c'est-à-dire sa tension artérielle, son rythme cardiaque, reste dans les limites de la normale. Nous pensons que si nous recevons un coup et que nous nous blessons, notre cœur va quand même s'emballer. C'est plus intense en chirurgie. Il faut donc empêcher toutes les constantes du corps de se décompenser. Vous avez parlé de l'hypnose, qu'il faut maintenir une bonne hypnose. Mais cette hypnose ne concerne que l'anesthésie générale. Mais quand on parle d'anesthésie, par exemple, de la taille, est-ce qu'il faut aussi entretenir l'hypnose?
Cela dépend de chaque cas et de chaque patient. Il est vrai que souvent, lorsque nous pratiquons une anesthésie régionale, c'est-à-dire à partir de la taille, nous utilisons également une sédation pour que le patient soit plus à l'aise, qu'il ne soit pas conscient de tout ce qui se passe dans la salle d'opération, qu'il soit plus détendu et que l'opération se déroule plus facilement. Il est vrai que dans certains cas, un jeune homme subissant une opération du genou, une arthroscopie, il y a un écran et il arrive que l'on nous demande de voir l'opération. Alors la sédation est moindre. Cela dépend un peu de l'état du patient. Ceci vient répondre un peu à la question que je voulais vous faire par la suite. Comment choisissez-vous le type d'anesthésie à utiliser pour un patient ou un autre? Ou est-ce que cela dépend? De quoi cela dépend-il? De l'anesthésie générale ou de l'anesthésie loco-régionale? Eh bien, cela va dépendre un peu du type de chirurgie que l'on veut faire et du type de patient, de la pathologie qu'il a, des maladies qu'il a déjà chez lui. Et on pourrait aussi dire que cela dépend un peu de la préférence de chaque anesthésiste. Il est vrai que certaines interventions chirurgicales ne peuvent être réalisées qu'avec un seul type d'anesthésie. Par exemple, je ne sais pas si vous devez subir une opération du cerveau, car elle se fera sous anesthésie générale. Par contre, un pied peut avoir une variété, en fonction de toutes les choses que j'ai mentionnées. Mais quand le patient va voir l'anesthésiste dans la salle de consultation et fait sa consultation préopératoire, il lui donne des directives et lui dit « Nous allons vous donner ce type d'anesthésie, cette décision », parce que bien sûr, le patient signe le formulaire de consentement. Est-ce que cette décision peut changer quand le patient arrive dans la zone chirurgicale? Oui, c'est vrai qu'il y a certaines chirurgies, comme je l'ai dit, qui seront toujours le même type d'anesthésie. Mais il y en aura d'autres où il y aura plusieurs facteurs qui vont nous influencer. Par exemple, si vous avez signé un formulaire de consentement et que le jour de l'opération arrive et qu'au lieu d'être opéré le matin, vous êtes opéré l'après-midi, l'unité de chirurgie ambulatoire ferme plus tôt et il n'y a pas assez de temps pour enlever l'anesthésie de la taille. Il se peut que vous ayez alors une anesthésie générale. Ou bien ce jour-là, vous arrivez très nerveux et ils préfèrent, au lieu que vous soyez plus alerte, aller plus loin et faire une anesthésie générale. Cela peut donc varier. Il est vrai que nous avons plus ou moins de modèles pour chaque chirurgie, en fonction du type d'anesthésie ou de certaines maladies, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire ponctionner le dos, ou inversement. Nous ne sommes pas intéressés par une anesthésie générale et nous essaierons de faire une anesthésie régionale dans n'importe quelle zone du corps ou à partir de la taille. Mais il est vrai que nous venons de parvenir à un consensus. Et nous pouvons aussi dire que cela dépend du type de chirurgie, et que si le patient le permet, nous pouvons aussi en parler avec lui. S'il s'agit d'une chirurgie qui ne présente pas beaucoup de risques, et que le patient n'a pas de pathologie, pas de maladie, alors vous pouvez lui dire comment vous allez vous sentir plus à l'aise. D'accord, d'accord. Donc nous sommes dans l'ère de la technologie, nous sommes dans le domaine des innovations, etc. Quels sont les derniers gadgets ou innovations technologiques dans le domaine de l'anesthésie? Eh bien, effectivement, nous sommes dans l'ère technologique et nous n'allons pas rester à la traîne. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup d'outils qui sont apparus et qui nous permettent de surveiller et de voir plus clairement ce qui se passe chez le patient. Il y a des moniteurs qui mesurent la profondeur de l'anesthésie, d'autres qui mesurent la relaxation musculaire. Il y a aussi l'échographie qui est en train de s'imposer dans le monde de la médecine. Par exemple, si vous devez subir une opération sur un bras, nous avions l'habitude de faire une procédure appelée bloc, qui consistait à utiliser un anesthésique local pour engourdir certains nerfs. Parce qu'auparavant, cela ne se faisait qu'avec l'anatomie ou avec un autre dispositif qui utilisait des impulsions électriques. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, on peut voir exactement où l'on place l'anesthésique local, ce qui le rend beaucoup plus efficace. Il existe également des moniteurs hémodynamiques, dits peu invasifs. Par exemple, si vous devez subir une intervention chirurgicale majeure et que vous avez une pathologie cardiaque, il suffit de placer un cathéter dans une artère pour voir quel est le débit du cœur. Donc c'est vrai, il y a toute une série de choses qui ont permis de faciliter notre activité et de rendre le suivi beaucoup plus précis. Et tous ces gadgets ont considérablement réduit l'incidence des complications anesthésiques et chirurgicales en général ou pas? Certainement. Je pense qu'ils ont été fondamentaux, et c'est ce dont je parlais. Le fait de pouvoir anticiper rend vos doses, vos performances beaucoup plus précises et exactes. Un autre gadget que je n'ai pas mentionné et qui nous a aussi apporté beaucoup de sécurité, par exemple, ce sont les laryngoscopes vidéo.
Cela nous a permis de... Qu'est-ce qu'une vidéolaryngoscope? Quand on fait une anesthésie générale, on endort le patient. Et quand il arrête de respirer, on met une lame métallique dans sa bouche et on met un tube que l'on relie à un respirateur pour l'aider à respirer, pour qu'il continue à respirer pendant l'intervention chirurgicale. Maintenant, il y a quelques années, des appareils avec une caméra intégrée sont apparus. Et la vérité est que le positionnement rend cette procédure beaucoup plus facile pour nous. Le risque, d'accord. Parmi tous les gadgets que vous avez mentionnés, quel est celui qui, dans votre pratique quotidienne, a eu le plus d'impact ou que vous aimez le plus parmi tous les gadgets qui sont apparus? Eh bien, je dirais encore les laryngoscopes vidéo. Parce qu'avant, lorsque nous pensions qu'un patient allait être difficile à intuber et qu'il s'agissait d'une voie aérienne difficile, nous devions procéder à une intubation avec le patient éveillé et sous sédation. Aujourd'hui, depuis l'avènement de ce gadget, l'incidence a en fait diminué et vous pouvez continuer à le faire. On endort d'abord le patient et on l'intube ensuite, ce qui est beaucoup plus confortable. Alors, pour l'avant-dernière question, quelle est la partie de l'anesthésie de cette spécialité que vous n'aimez pas du tout? Eh bien, c'est une question difficile parce que la vérité est que je suis tout à fait passionné par ma spécialité. Je la choisirai encore et encore, 1000 fois. Et si je demande à mes collègues, je pense que nous sommes tous heureux. Mais il est vrai qu'il y a toujours un point qui échoue un peu. Donc je pense que dans mon cas, c'est la partie douleur chronique. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas assez élargi ma formation. Donc pour moi, c'est un domaine encore assez inconnu. En ce qui concerne la douleur chronique, nous avons reçu le Dr Clave. Pour ceux qui ne nous ont pas vus, je vous invite à regarder l'interview, qui était également très bonne. Et nous avons également parlé de cela, qui est un sujet que les anesthésistes n'aiment pas beaucoup. Eh bien, nous avons parlé un peu de cette question. Enfin, nous savons que le bloc opératoire est un environnement très fermé, etc. Je ne sais pas s'il y a des anecdotes que vous pourriez nous raconter. Il y en a beaucoup, mais c'est difficile de m'en souvenir. Une fois, il y avait un monsieur qui avait eu un bébé d'1 an environ. Il n'avait pas dormi pendant une nuit. Et à l'époque, je lui avais fait une anesthésie générale. Je ne me souviens pas du type d'opération et quand il s'est réveillé. Je lui ai dit, vous êtes déjà opéré. Maintenant, ouvrez votre bouche. Nous sortons le tube. Vous pouvez respirer maintenant. Et il a continué à me repousser. Il a continué à me dire, une fois qu'il était sorti, il disait, oh, laisse-moi, laisse-moi. Et soudain, il a ouvert les yeux. Il m'a vu habillé en vert et a dit « Oh, j'ai pensé que vous étiez ma femme et que quelque chose n'allait pas avec la fille, parce que je n'ai pas dormi depuis de nombreux jours. » Eh bien, c'est juste des trucs de parents. Des trucs de parents qui passent des nuits blanches. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et vous pouvez revenir à tout moment. Je vous remercie. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce, de vous abonner et de la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues, afin que ceux qui avaient des doutes ou certains doutes sur l'anesthésie en sachent un peu plus sur le sujet et perdent leur peur de l'anesthésie. Et surtout, soyez sages, encore une fois. Surtout, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.